OK. Donc, votre devoir 6, il est prêt. Vous avez demandé de l'afficher un peu plus tôt. Comme ça, vous pouvez travailler à partir de ce soir. Donc, on a besoin des notions qu'on va voir aujourd'hui avant que vous puissiez le faire. Donc, je vais le poster après le cours aujourd'hui. OK? Parce qu'il y a aussi des choses qu'il y a plusieurs façons de faire. Donc, je veux que vous le fassiez de la façon qu'on va ensemble dans le cours. OK, question. Quelle est la différence entre attribut, justement, entre variable de la classe? On va voir ça aujourd'hui. Donc, ça, c'est une des choses qu'on va voir aujourd'hui. Attribut de la classe, on n'a pas encore vu, c'est dans la séance de la deuxième moitié du module. Par contre, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le self, il est compris? Je sais qu'il y a des étudiants qui trouvent la notion du self comme quelque chose qui les confond. Est-ce que ça va? La dernière fois, on a vu le self avec des exemples. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Ou est-ce qu'on peut continuer? De toute façon, on va voir encore des exemples. Et Madame, ah, oui? j'avais une question par rapport, je veux dire, quand on définit la classe et après qu'on fait les méthodes, Mhm. comment ça se fait que même si comment ça s'appelle, on n'est pas de retour dans la méthode et qu'on appelle la méthode, ben, ça affiche quand même un résultat. Comme on a fait avec, enfin, dans le laboratoire avec le temps, on faisait 7 temps et ça affichait le temps, mais il n'y avait pas de retour dans le. Il y avait un programme principal. Ouais, Oui. Donc, il est exécuté automatiquement lorsque tu cliques sur F5. Chose qu'on n'a pas dans, par exemple, les devoirs et tests. Mais puisqu'il y a le programme principal, dès que tu exécutes le fichier, avant d'appeler la fonction ou quoi que ce soit, tout s'exécute. Moi, je voulais savoir, est-ce que, par exemple, pour une même classe, si on Mhm. a besoin de faire deux affichages, OK. on sait que, comment dire, l'affichage se fait avec REP, RE, et Mhm. avec underscore, underscore, de part et d'autre. Mais est-ce qu'on peut définir, par exemple, deux méthodes REPR? Non, parce que REPR, c'est représentation de la classe. Il a une seule Oui. représentation parce qu'il y a une seule méthode qui va s'exécuter lorsque l'utilisateur va justement faire le print d'un objet de cette classe-là. Point. Donc, s'il fait print, si toi tu as la définition de deux méthodes de représentation, l'interpréteur ne sait pas laquelle choisir. Donc, par contre, dans ta méthode de représentation, tu peux avoir des if. Si toi, tu voulais afficher les objets, point, avec un certain attribut, peut-être qu'ils sont, donc pour le point, ça représente des objets sur le plan X et Y. Donc, si toi, par exemple, pour les X positifs, tu veux les afficher d'une manière, pour les X négatifs, tu veux les afficher d'une autre manière, tu peux le faire. Mais tu vas construire deux chaînes avec, par exemple, un if-else. Et dans le return, tu vas retourner le résultat selon le cas. Ça, tu peux le faire. Sauf que tu as une seule méthode à utiliser. Madame, Oui. s'il vous plaît, j'ai une question à propos de l'héritage. Oui, on va le voir aujourd'hui. Et laisse-moi savoir, OK? On va le voir dans un moment. D'accord, merci. Excellent. Très bien. Donc, Madame, oui. bon, j'aimerais vous poser une question par rapport à la question qui était posée sur le retour avec les méthodes, en fait. Mhm. Avec la classe, on n'a pas besoin de mettre au retour, mais on avait un résultat. Vous avez dit, c'est parce qu'on applique ça dans le shell. Mhm. Mais s'il y avait un programme principal, ça ne pourrait pas se faire. Mais Il si, fallait un retour. mais si, Mais si on utilisait un programme principal maintenant, on appelle ça un programme principal, il allait falloir un retour. regarde, si tu appelles la fonction, où que ce soit, OK, que ce soit dans le shell ou dans le programme principal, donc tu as le nom de la fonction et tu l'appelles, ce qui va se passer, c'est que le retour de cette fonction-là donc la fonction va s'exécuter et on aura un retour. Ce retour-là, si tu avais récupéré dans une variable, il restera dans cette variable-là. Si Non, tu... madame, je parlais des méthodes qui n'avaient pas de retour, comme 7 temps, hier, durant le labo. Il y avait des méthodes de la classe qui n'avaient pas de retour. OK, la méthode n'a pas de retour et donc, Je demande si on l'appelle dans le programme principal, est-ce qu'on aura un résultat? je peux voir cette fonction spécifique avec toi à la fin, OK? Tu vas dire c'est 7 temps. Je peux voir cette fonction avec vous si elle vous intrigue à la fin.
spécifiquement et on peut l'exécuter ensemble. OK? Je la note. Si on a le temps à la fin de durant la classe, on le fera à la fin. Sinon, je le ferai pendant la période des questions lorsque je reste. D'ailleurs, on va faire la même chose comme le mardi. Je prendrai toutes les questions sur le contenu qu'on a dans les slides durant la classe et on l'expliquera pour que tout le monde comprenne. Et puis, s'il y a des questions supplémentaires, comme toujours, je reste et je les prends à la fin. OK. Donc, on a dit que représentation, comme Yacine et la personne qui a posé la question avant, ils ont dit que c'est la méthode qu'on appelle lorsqu'on veut faire le print. Donc, on ne fait pas, de print ici, on fait un retour. Et la méthode print, lorsqu'elle appelle, donc en arrière-plan, l'interpréteur, il va aller chercher cette méthode-là. On a aussi dit que pour l'égalité, on exécute la méthode equal de la classe et que pour initier un objet, donc lorsque on appelle le constructeur d'une classe avec le nom de la classe entre parenthèses les paramètres, ce qui est appelé dans ce cas-là, c'est la fonction init avec ces paramètres-là. Et on a aussi dit et insisté sur le fait que self, c'est toujours un paramètre dans toutes les méthodes d'une classe. Si une méthode n'a pas de paramètres, comme par exemple affiche, on met le self. Donc, normalement, affiche, ça serait comme ça, mais on ne peut pas avoir une méthode sans le self. Donc, s'il n'y a pas de paramètres, il y a le self seulement. S'il y a des paramètres comme ici, on ajoute le self quand même et il va être le premier paramètre. Donc, ici, on appelle le constructeur avec 3 paramètres. C'est tout ce dont on a besoin. Mais ici, on va voir qu'il y a 4. Celui-là, c'est toujours une référence vers l'objet lui-même. Donc, on ne s'en occupe pas. L'interpréteur va s'en occuper. Nous, on lui dit juste, voici le self. Et les autres paramètres, c'est ce qu'on donne ici. OK. Madame? Oui? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réexpliquer l'utilité de la fonction égale, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas compris à quoi est-ce qu'elle sert exactement. De init ou equal? Non, égale. OK. Donc, equal, si nous, on veut savoir est-ce que deux objets sont égaux ou pas. Donc, on a dit que si on a un objet qui est égal à un autre, comme ceci, automatiquement, on a l'égalité, bien sûr, et on a l'identité, on a le is. C'est le même objet, on a juste 2 références ici vers l'objet point. Point 3, 4. On a dit P2 égale P1, donc P2 aussi, c'est ce point-là, c'est le même point. Donc, égal, égal, c'est true. Et puis, is aussi, c'est true. Maintenant, la question se pose lorsque on a 2 objets avec les mêmes attributs, P1 et P2. Donc, on s'attendait à ce que, puisque le X est le même et le Y, c'est le même, à ce que Python nous dise, OK, ces 2 objets-là sont égaux. Mais il nous dit false, parce que lui, il ne va pas aller s'occuper de notre classe pour dire quand est-ce qu'il retourne le égal comme true ou comme false. Tout ce qu'il sait, c'est que si les objets sont identiques, égales l'un à l'autre, c'est true. S'ils ne le sont pas, il va se référer à notre classe, à nous. Donc, il va aller chercher la méthode equal dans la classe. Si elle existe, il va voir quand est-ce qu'ils sont égaux. Par exemple, ici, on dit si X c'est le même, Y c'est le même, eh bien, retourne true. Okay? Donc, ici, il va retourner true. Mais s'il ne trouve pas equal et que les objets ne sont pas identiques, ils ont été créés séparément, P1 et P2, même s'ils ont les mêmes attributs, lui, il ne sait pas qu'ils sont égaux ou pas égaux. Il ne comprend pas c'est quoi X et c'est quoi Y. C'est le développeur qui comprend ça. Donc, il va tout simplement retourner false. Madame, j'ai une question. Self.x et self.y. C'est quoi? Ça fait quoi ça? Okay. Self.x et self.y. OK. Donc, self-x et self-y ou self n'importe quel attribut, ça fait la différence entre les attributs des objets et n'importe quelle autre variable. Donc, ici, x, c'est n'importe quelle variable. C'est un paramètre. C'est une variable locale de cette méthode-là. Par contre, ce x-là et ce y, parce qu'on commence par self.x, self.y, ce sont des attributs des objets de cette classe. Ça veut dire que lorsque tu crées l'objet P1, il n'y aura pas de P1. Si on avait ici, par exemple, A et ici B, il n'y aura pas de P1.A. Tu auras une erreur. Il n'y a pas de P1.B. Par contre, il y a P1.x et il y a P1.y et il y a P1.couleur. Ça veut dire que tous les attributs que tu as définis avec le self, tu es en train de les attribuer en tant que
des variables d'instance de ce point-là, de cet objet-là. Donc, tout ce que tu dis dans la classe elle-même, self point quelque chose égale, cette quelque chose-là, automatiquement, elle est prise en tant qu'attribut. Et après, tu pourras référer à ça avec, par exemple, P1.x, P1.y, etc., etc. C'est ça la différence entre x, y et entre toutes les autres variables qui existent avec, par exemple, le temp ou alors sum ou alors n'importe quelle variable avec laquelle on travaille dans la classe. Okay? Madame, une question. Dans n'importe quelle méthode qui ne reçoit que les self, dans le docstring, on doit mettre seulement le nom de la classe avec laquelle on est en train de travailler. Non, non, dans la docstring, c'est pareil. On met une description. Ici, c'est court parce que je ne peux pas mettre une longue description. Oui, mais dans la prochaine, dans l'autre diapositive sur le... Il y avait une autre. Oui, là, par exemple, il dit point string. Le point, c'est le nom de la classe. Alors, c'est parce que la méthode reçoit seulement les self. Alors, on devrait mettre le nom de la classe toujours. Oui, je vois. Ici, donc, ici, par exemple, on va à étudiant. Où est-ce qu'on était rendu? Étudiant. Donc, si je vais ici dans init, ou dans n'importe quelle méthode, qui est par exemple ici, il y a le self. Est-ce que ça s'exécute déjà? OK. Si je mets ici dans affiche, je mets print. OK. Quel est le type de self? Et que je mets ici type self. OK. Regarde. Okay. Le type de self, c'est étudiant. C'est le type des objets de cette classe-là. Pourquoi c'est le cas? C'est parce que le self, okay, il réfère aux objets qu'on va créer après de type étudiant. Par exemple, ici, dans le programme principal, on a étudiant 1, okay, créé en tant qu'étudiant et on a donné les attributs. Donc, self, on a laissé toujours le premier attribut et qu'il réfère toujours. Il va être ici lorsque le constructeur va s'exécuter et il réfère toujours à cet objet-là. Et cet objet-là, il est de type étudiant. Self aussi, il est de type étudiant. OK. D'accord. Très bien. Donc, Merci. je t'en prie. Donc, ce qu'on voulait voir aujourd'hui, donc on a plusieurs choses à voir. Je voulais commencer avec les setter et les getter. Donc, on avait parlé d'encapsulation, si vous vous rappelez, on a dit qu'on veut que la classe soit comme une capsule, okay, notre classe, et que dans cette classe-là, on a des attributs. On ne veut pas que ces attributs-là, donc les attributs, on ne veut pas que ces attributs-là de notre classe, ils commencent à être manipulés par n'importe qui. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut les garder. Mal dessiné ça, je vais faire ça plus proprement. Donc, si on a par exemple une classe ici, et on a des attributs, on a dit, et on veut que les attributs soient protégés. Si par exemple, on commence à faire ce qu'on a fait lorsqu'on avait créé la classe pour la première fois, on a laissé vide, et dans le programme principal, on a affecté des choses à, par exemple, num étudiant, etc. Ce qui va se passer, c'est que les autres programmes qui appelle notre classe, ça peut être le programme principal ou n'importe quel autre programme. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va pouvoir modifier les attributs à sa manière. Donc, les autres programmeurs qui vont utiliser notre classe, ils vont venir et ils vont dire, par exemple, donc ils vont créer un objet, par exemple étudiant, on va dire, puisqu'on a vu la classe étudiant, ils vont le créer, okay, et ils vont dire, par exemple, E. Par exemple, on avait note, devoir, suppose, et ils vont créer, par exemple, suppose que nous, on avait noté le devoir sur 20 et quelqu'un ne savait pas, il a mis par exemple ici 80 et il a continué. Ce qui va se passer, c'est qu'après un certain moment, notre classe, nos attributs qu'on veut protéger, par exemple ici note devoir, on veut qu'elle soit
et on veut qu'elle soit une valeur qui fait du sens. Là, maintenant, ça ne fait plus du sens parce que quelqu'un a mis 80 parce qu'il croit que c'était sur 100, alors que ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit protéger ces attributs-là. Et donc, au lieu de donner la main aux autres programmes pour manipuler nos variables, on ne laisse pas faire ça. Donc, on dit non, ne modifiez pas nos attributs comme ça, mais on doit donner un moyen pour que les autres programmes, par exemple, un programme qui est chargé de faire l'affectation des notes des étudiants, il doit pouvoir le faire. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on lui donne ce qu'on appelle un setter. On dit set, par exemple, note devoir. Cette méthode-là, à l'intérieur, on va écrire juste un code très, très simple qui va dire « Donne-moi la note que tu veux mettre dans le devoir en paramètres. » Lui, il va donner, par exemple, 80. Donc, nous, ici, on va dire self, donc on aura bien sûr self toujours, self, point, note devoir, et c'est nous qui allons attribuer var à cette note devoir. Okay? Quelle différence est-ce que ça va faire en tant que pour le programmeur de cette classe-là? À votre avis, quelle différence ça va faire? Au lieu de faire ceci, lui, il va passer comme ça, donc ça va avoir l'air très similaire, 7 par exemple, note devoir, et il va donner 80. Quelle différence est-ce que ça va faire d'utiliser ce qu'on appelle un setter? Le set note devoir, c'est ce qu'on appelle un setter. On peut avoir un setter pour tous les attributs, plutôt que de dire, OK, tu peux l'écrire directement. Madame, oui. La différence, c'est que dans le programme principal, enfin dans le shell, oui. S'il rentre sans écrire de paramètres, ça va toujours compter vrai parce qu'il l'aurait initialisé. Donc dans les deux cas, ça allait marcher. Qu'il rentre, qu'il écrit le nom de la fonction dans le shell avec un paramètre ou sans paramètre, ça va marcher dans les deux cas. OK, mais s'il ne met pas de paramètres, on va lui sortir, et c'est parce qu'on a le var qui est attendu dans la méthode, donc on va lui sortir qu'un argument missing, n'est-ce pas? Mais il faut écrire à côté du var, à côté du self. Le var à côté du self, il faut l'initialiser à une valeur, par exemple 0. Dans le cas si on a... OK, je vois ce que tu veux dire. On va voir ça aussi, mais dans ce cas où c'est obligatoire, par exemple, ça va faire quel avantage? Il y a un grand avantage ici, en fait, il y a deux avantages, d'avoir justement ici un setter dans la classe, une méthode qui fait le set, qui va affecter la valeur dans le paramètre, dans cet attribut-là, plutôt que de laisser l'utilisateur dire étudiant.note devoir égale 80 comme ça. Madame? Oui? Est-ce qu'on peut, par exemple, après le set note devoir, et puis écrire genre comme un programme, si c'est sur 20, on va convertir, si c'est sur... Voilà, justement. Donc, nous, le premier avantage, c'est qu'on a le contrôle ici. Donc, on pourrait soit écrire un if, on pourrait soit écrire ici un if, tout simplement. Donc, on va dire que avant cette instruction, on va introduire un if. Excusez-moi de vous interrompre, mais comment on fait pour savoir l'utilisateur, la note qu'il a mise, elle est sur combien? OK. Ça, on ne peut pas le savoir. Préparer ça, OK. Donc, au lieu de ça, je pourrais dire if, okay, var, par exemple. Déjà, je vais vérifier est-ce que c'est supérieur à 0, par exemple. Je vais l'appliquer, OK. Else, je ne vais pas l'appliquer. Okay. Je vais, par exemple, demander un autre paramètre var avec ici. Var, ici, je vais demander var avec, donc pour répondre à ta question, okay, par exemple, dénominateur. OK. Donc, si c'est 100, je vais convertir. Si c'est 20, c'est bon. OK. Et ici, par exemple, je teste c'est quoi le dénominateur ou je ne teste même pas c'est quoi le dénominateur. Je vais juste faire une petite formule qui va convertir selon le dénominateur sur 100 ou 20 ou 50, peu importe, etc., etc. Donc, j'ai le contrôle, ce qui fait que je ne vais pas affecter n'importe quoi à ma variable et je ne vais pas laisser faire ça comme ça. L'autre avantage, c'est que si jamais, par exemple, je veux changer
la note sur le weight, le poids, par exemple, d'un certain devoir. Je veux changer des paramètres du cours. Je veux mettre des choses nouvelles. Je vais aller ici dans ce set. Je ne vais pas aller changer tous les programmes parce qu'il y a probablement beaucoup de programmes qui vont utiliser mes attributs. Je ne vais pas aller à chaque programme et le changer. Je vais juste aller dans mon set ici et mettre mes conditions. Par exemple, avant, je voulais que ça soit strictement supérieur à 0. Maintenant, je veux aussi vérifier que ça soit strictement ou inférieur ou égal, par exemple, à 100. Je vais faire des choses. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça uniquement dans ma classe sans aller le changer dans tous les programmes. Donc, c'est toujours mieux d'avoir un setter dans ma classe plutôt que laisser les autres programmes manipuler les attributs directement dans leur code. Madame, oui? En gros, l'encapsulation ou le set, c'est dans le but de masquer les données afin que l'utilisateur ne contourne pas ce qu'on programme. Oui, donc oui, et pas uniquement le set, mais aussi le init, il fait la même chose. Si vous avez remarqué, le init, il le fait tout simplement la première fois qu'on instancie un nouvel objet pour la première fois. Et le set, il modifie sa valeur plus tard. Donc, par exemple, dans init, on aurait pu mettre juste 0, 0, 0 partout. On n'a pas encore de note. Ensuite, lorsqu'on a une note, on va appeler set notre devoir pour le faire. Donc, comme tu as dit, il va... Donc, en fait, il y a deux notions. Tu as parlé, toi, de masquer les données ou information hiding. Donc, il y a ça, mais il y a aussi... Donc, il y a en fait deux notions. Le fait de masquer les données, ça a... OK, regarde. Masquer l'information. Par exemple, toi, lorsque tu utilises sort de Python, tu ne sais pas comment elle est programmée. C'est masqué par rapport à toi. Mais au fait, tu t'en fous parce que tu ne peux pas te préoccuper de comment les autres, ils ont programmé leur classe comme la classe list. Donc, c'est masqué par rapport à toi. Ça te facilite la vie. Il y a aussi le fait que l'encapsulation, tu ne peux pas manipuler des données directement. Tu peux appeler le set et lui donner tes paramètres et lui, il va le faire pour toi. Il y a aussi ce qu'on appelle les getters. En fait, le set, c'est pour mettre la valeur dans l'attribut et le get, note devoir, tu lui dis, moi, je vais te retourner la valeur que toi, tu veux. Okay? Donc, en général, il ne va pas prendre de paramètres à part le self, bien sûr, parce qu'il est obligatoire. Et Madame, ici, le get... Une seconde. Ça peut être aussi simple que juste return la note ou self.note devoir, oui? Non, je voulais dire, donc le get joue le rôle du print. Donc, le get, il joue comme le print. En fait, c'est un retour. Le print. C'est un retour, ce n'est pas un print. Donc, si tu mets le print, par exemple, ici, il va lui retourner none. Donc, il faut mettre le return. Mais tu peux voir ça comme une façon d'exposer tes données de la façon dont toi tu veux aux autres. Dans Python, ce n'est pas aussi fort que par exemple dans Java, parce que dans Java, tu peux les déclarer en tant que privé complètement. Ils n'ont même pas accès. Avec Python, ils auront accès, mais si les programmeurs respectent ça, ils ne vont pas toucher à notre devoir directement, comme étudiant.notre devoir. Il va prendre le get et toi, tu vas le lui retourner. Okay? Mais le set, c'est encore plus fort parce que tu contrôles qu'est-ce que tu mets dans ta valeur. Peut-être que tu vas aussi contrôler quel est le programme appelant pour mettre la valeur ou pas la mettre selon est-ce qu'il a la permission de le faire ou pas, etc. etc. Madame, oui? Je regarde sur le Brightspace et le devoir 6 n'est pas encore là. Est-ce que tu as dit qu'il était là ou non? Elle l'a dit après le cours. J'ai dit qu'il est prêt. Après le cours, OK. J'ai dit qu'il est prêt, mais vous avez besoin des notions d'aujourd'hui, donc on va faire le cours et après je vais vous l'afficher. J'avais une question oui? par rapport. En ajoutant le set notre devoir, okay. Est-ce que ça empêche quelqu'un de faire le e.note devoir égale 80? Ça empêcherait, par exemple, dans Java, parce que Java, il te permet de déclarer privé et je trouve que c'est une très bonne... Oui, c'est une très bonne fonctionnalité à avoir, mais Python, ça ne va pas l'empêcher. OK, c'est juste une question de comme le rendre plus facile pour nous. Oui. Mais dans le fond, l'utilisateur pourrait quand même juste bypass puis mettre genre... Il pourrait, oui, voilà, s'il respecte ça, il pourrait le faire, justement. OK, je comprends. Malheureusement, oui. Madame, quel sera l'objectif du set? Madame? Evie? Quel sera le résultat si l'utilisateur ne respecte pas ce qu'on a défini? Mais si. Parce que là, il peut saisir, mais c'est quoi le résultat? Je n'ai pas compris. S'il ne respecte pas,
en fait, il se pourrait qu'il y ait, dans les grands programmes, il se pourrait qu'il y ait un grand problème, justement. Parce qu'il se pourrait que tu te retrouves avec, et ça arrive, avec des valeurs de tes attributs qui ne font pas de sens. Par exemple, une note qui est égale à moins 100. Et tu ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Il y a, par exemple, une vingtaine de programmes qui utilisent ta classe, et c'est en général le cas, et tu ne sais pas lequel est en train de la modifier de cette manière-là. Alors que si le setter, ton set, cette note de voir, c'est le seul qui la modifie, c'est facile. Tu vas aller à cette méthode-là et tu sais que le bug est là et que tu vas la fixer et que ça va fixer tous les autres programmes appelant sans problème. Donc, ça veut dire que tous les autres programmes appelleront le set. C'est-à-dire que dans tout le reste de notre programme, on va utiliser set si on veut changer la valeur de notre devoir. Absolument, exactement, c'est ce qu'on veut dire. Et dans le set, on peut mettre par exemple certaines conditions pour que la note soit censée, en fait. Oui, oui. Et tu peux modifier après ces conditions. Si tu avais oublié une condition, tu la rajoutes sans changer aucun autre programme, plutôt que d'aller dans tous les programmes pour les modifier. Voilà. D'accord. OK, très bien. Donc, ici… Madame, oui, madame, s'il vous plaît, c'est quoi la différence? Je n'ai pas compris la différence entre le set et le get. Est-ce que le get, il return les valeurs qu'on a eues dans le set? tout simplement, non, pas dans le set, mais dans la variable. Il se pourrait que ça soit le init. Donc, on a vu que le init, il met des valeurs dedans. OK? Et donc, la variable x aura quelque chose. Donc, le getX, tout simplement, il va te retourner self.x. Si c'était set qui a mis la valeur dedans, pareil, il va te retourner ce que x contient dans le moment. Okay, donc, il est très simple en général. C'est juste pour retourner. Oui, je t'en prie. OK. Donc, ici, on voulait voir un attribut de type liste. Donc, on a dit que les attributs, la dernière fois, que les attributs peuvent être de n'importe quel type. Donc, effectivement, ça peut être un float, un int, un booléen, peu importe. On peut aussi avoir une liste. OK. Maintenant, si on a une liste, comment est-ce qu'on va la traiter? On va la traiter exactement de la même manière qu'on a fait jusqu'ici. Donc, si on avait, par exemple, une liste sans les classes, on aurait tout simplement comme ceci. Donc, devoir de 0 égale quelque chose, devoir, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a 80 ici. Non, ça, je pense que c'est une erreur. En tout cas, oui, on aurait comme ceci. Donc, on n'aurait pas on n'aurait pas étudiant point. La seule différence ici, dans les classes, c'est que l'objet, donc cette liste-là, c'est un attribut de l'objet étudiant. Et bien sûr, pour y accéder, il faut le point, c'est tout. Donc, toi, tu manipules ta liste comme toujours. La seule différence, c'est que tu vas ajouter objet, point, cet attribut-là, et tu vas continuer. OK? Donc, je voudrais voir avec vous ici une petite notion dont votre ami vient de parler justement, qui est la suivante. Donc, ici, dans le init, on a dit que dans le init, on donne des paramètres. Donc, à part le self, qui est en plus, on donne ici les paramètres qu'on veut attribuer à ces attributs-là au tout début, à la création de l'objet. Donc, on veut qu'un étudiant ait un numéro, on veut qu'un étudiant ait un nom, prénom, etc. et des notes. Maintenant, on va créer, je suppose, nos 200 étudiants pour ETI 15-21. On a 200 étudiants, on n'a pas encore de notes. Par exemple, c'est le 1er septembre, il n'y a aucune note. Est-ce que ça veut dire que l'utilisateur ne peut pas créer cet objet-là? Non. On doit lui donner un moyen de le faire sans le forcer à mettre les paramètres. Donc, on va lui dire num, il faut le mettre. Okay? Pas question que tu m'écris un étudiant sans que tu connaisses c'est quoi son numéro. Ça ne fait pas de sens. Maintenant, l'examen partiel, final, etc., je comprends que tu n'as pas encore les valeurs. J'ai ici une option. Donc, ce paramètre-là, il est optionnel. On va l'exécuter. Donc, regardez. Ici, si je crée étudiant avec juste ceci et que je fais F5. Donc, je vais enlever cet affichage-là qui dérange. Et je vais aussi mettre le reste ici en commentaire. Voilà. Voilà. Donc, regardez ce qu'il a fait. On a créé juste un seul étudiant et je lui ai donné le numéro d'étudiant. Il a accepté. Et qu'est-ce qu'il a mis dans notre examen et partiel et final? Eh bien, il a mis les données que j'ai ici, qu'on appelle en option.
parce que j'ai dit 0 ici, examen final, j'ai dit 0 ici, et créditable, j'ai dit true. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je les lui donne, comme ici, comme ceci, okay, ils vont avoir la priorité. Maintenant, j'ai l'examen partiel et final dans le constructeur, il les prend. Okay. Créditable, je n'ai pas donné, donc il a pris celle qu'il a ici en option. Il a pris true. Créditable aussi, je peux la forcer, donc je peux dire false, par exemple, et j'exécute. Maintenant, il a false. Si je les enlève, il va pas causer un problème, il va l'exécuter, il va juste mettre 0, 0, true. Sauf si dans le init, je ne le permettais pas. Donc, si dans le init, je n'ai pas ceci, regardez, si j'ai mes paramètres comme toujours, eh bien, on sait ce qui se passe quand on ne met pas un paramètre. Il nous dit argument missing. Donc, il nous dit que le paramètre arguments n'est pas passé et il sort une erreur. Donc, il dit il y a 3 arguments requis parce qu'il n'y a rien ici qui dit que c'est optionnel. Okay? Donc, comment est-ce que je peux faire en sorte qu'il soit optionnel? On peut juste leur donner une valeur par défaut. Je peux, par exemple, si je ne veux pas après me retrouver avec un 0 alors que l'étudiant n'a pas eu 0, on peut juste mettre ici moins 1. Donc, tant que c'est moins 1, on sait que l'étudiant n'a pas encore pris cet examen-là. Et bon, pour créditable, on n'a pas de valeur pour dire c'est autre chose, c'est soit true, soit false. Donc, on dit par exemple, oui, par défaut, c'est créditable. Madame? Oui? Lorsqu'on n'initialise pas les paramètres de la fonction init, ça veut dire qu'on est obligé de les mettre lorsqu'on crée l'objet. Oui, lorsque tu ne les initialises pas, c'est exactement comme on faisait jusqu'ici pour les autres programmes qui n'utilisent pas les classes. On a les fonctions, il y a un paramètre, on doit le fournir. Alors maintenant ici, s'il y a un paramètre, on doit le fournir, sauf si toi, en tant que programmeur, tu le fournis en tant qu'optionnel. Tu mets ceci juste au cas où. L'utilisateur ne l'a pas fourni, tu ne le forces pas. Okay? Maintenant, donc, on a vu 2 cas. Il y a un 3e cas. Donc, regardez avec moi. Donc, 1, 2 et 3 pour les paramètres. Donc, on a dit soit que c'est obligatoire quand on n'a rien mis, comme par exemple le num. Ici, le num, il est obligatoire. Exemple, le num. OK. Soit que c'est optionnel. Optionnel. Comme par exemple l'examen partiel. Soit un 3e cas où l'utilisateur ne peut pas le mettre. OK. Il a toujours initialisé par une valeur spécifique. Okay. Donc, on ne donne pas l'option à l'utilisateur. On va venir ici regarder cette liste-là, la liste des devoirs. Regardez ce qu'on a fait. On est venu, on n'a pas mis en paramètre. Il n'y a pas de liste de devoirs ici. Il ne peut jamais la fournir. Okay. Si l'utilisateur, il voulait ici en création, à l'instanciation de étudiants, il voulait donner les notes de tous les devoirs, il ne peut pas. Il n'y a pas de paramètre. Donc, le programmeur, il est intelligent, il est venu ici et ce qu'il a fait, c'est que il a pris la liste des devoirs, il l'a initialisée à l'intérieur, elle est toujours initialisée à ceci. Il n'y a aucune autre option. On va l'initialiser toujours à la liste de 0, 0, 0, 0, peu importe quel étudiant on est en train d'instancier. Donc, en instancie l'étudiant 1, on aura la liste de devoirs 0. En instancie l'étudiant 100, on aura toujours la liste de devoirs instanciée à 100. Okay? Donc, c'est une manière que le programmeur peut utiliser pour forcer une certaine valeur pour un certain attribut tout le temps. Madame? Oui. On pourrait mettre ça à moins 1 pour des... éviter les confusions aussi, comme on l'a fait tout à l'heure avec examen partiel et examen final. Je n'ai pas compris. Tout à l'heure, on avait examen partiel à 0 et examen final à 0. Et vous aviez dit que si on met moins 1, ça permet de savoir que la note n'a toujours pas été changée. Et je suggérais de faire
la même chose pour la Oui, liste. oui, absolument. On peut le faire aussi, oui, exactement. On peut venir ici, ne les pas mettre en option parce qu'on se dit, OK, ben l'étudiant n'a pas encore commencé le cours, il ne peut pas avoir ça, possiblement. Donc, on le met ici en tant que -1. Oui, Joseph? Pour la liste des devoirs, si on donne plus de 5 devoirs, est-ce que ça va faire bugger le programme? Oui, et ça, c'est un des avantages du, bien vu, ça, c'est un des avantages du setter. Si tu mets 7 notes de devoir, donc ici, c'est protégé parce que c'est à l'intérieur du init, l'utilisateur ne peut pas le toucher. Après, si tu mets, toi, par exemple, 7 notes de devoir et que tu mets dans la méthode 7 notes de devoir, tu mets comment on appelle ça, un test pour tester sur l'index qu'il est inférieur à 5, tu n'auras pas ce problème, alors que lui, l'utilisateur ou le programmeur d'une autre classe qui va appeler ta classe à toi, il ne sait pas combien de devoirs tu as, il l'appelle avec le devoir 6 ou 7 ou 8, il va avoir un crash de tout le programme. Voilà, justement, ici, regarde, ça reflète ta question. 7 notes de devoir, on va s'assurer que le numéro de devoir, il ne dépasse pas avant de le passer en tant qu'index. Voilà. Très bien. Madame, est-ce que ça serait possible de passer, par exemple, la note de l'examen final, seulement la note de l'examen final, mais pas les autres avant? Ou si on veut faire celui de, par exemple, dans l'exemple, oui, de ne pas passer l'examen partiel, donc lui, il reste par défaut, mais celui de l'examen final serait ce qu'on veut. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Comment on ferait? Tu mets tes paramètres requis avant et ensuite, ceux qui sont optionnels, ils vont être en ordre. OK, mais il n'y a pas une façon de les changer dès qu'on les a mis comme ça? Donc, on va passer un qui est après l'autre? Sans changer ton programme, non. Ouais. Donc, tu ne peux pas avoir, par exemple, un qui est requis ici à la fin. Et oui, parce que ceux-ci ne vont pas être mis, ça va confondre ton programme. Tu mets ceux qui sont requis et ensuite, ceux qui sont optionnels, ils vont être pris dans l'ordre où tu les as mis. Oui, donc bien sûr, il faudrait bien qu'il y ait une certaine contrainte. OK. OK, donc ici, on a tout simplement 2 programmes donc, pour calculer la note finale. Ici, celui-là est très simple. Il va faire une petite formule de calcul. Ici, dans le calcul de devoir de la moyenne, on va utiliser ce qu'on a toujours utilisé comme les boucles, les if, else, etc. Donc ici, par exemple, on teste sur la longueur de la liste devoir avant de diviser dessus parce qu'on ne veut pas que ça soit 0 et qu'on divise dessus. Donc, on peut faire toutes sortes de choses dans notre programme comme d'habitude. OK. On peut maintenant créer une. Donc, on a vu que les attributs peuvent être n'importe quoi, incluant les listes. Maintenant, est-ce que ça peut aussi être un objet d'une autre classe? Oui, ça peut être. Donc, si on a par exemple une classe cours, on va créer cette classe-là avec le code. Il n'y a pas de diagramme de classe dans le test, c'est vraiment juste pour comprendre. Donc, on a le code, par exemple ITI 1520, le titre, Introduction à l'informatique, OK, et on a une liste d'étudiants. Alors, les étudiants, c'est quoi? Donc, le cours, c'est une classe aussi, classe cours, on a le init avec le self ici, code titre qu'on va lui passer. Encore une fois, on ne va pas permettre à l'utilisateur d'initialiser notre liste d'étudiants, on veut que ce soit la liste vide. Okay. Et ce que je vais mettre dedans, c'est des étudiants. Donc, laissez-moi regarder le cours ici. Madame, pourquoi la fonction init est écrite comme ça? Parce que c'est une fonction de Python. C'est comme... Non, c'est écrit comme... Avec l'underscore. Non, il n'y a pas les 2 points et tout. Okay. Et le self-code, c'est... Non, je pense que j'ai fait un drag quelque part. Non. Oh, OK. Non, désolé. Je n'ai même pas remarqué. Madame, voilà. par rapport à la liste étudiant qu'on met vide, ça veut dire qu'on peut juste la modifier après avec un set. Exactement. Ah oui, absolument. Donc, tu l'initialises au début, comme ça, tu as quand même... sinon, tu vas avoir object not defined après. Mais une fois que tu l'as initialisé à la liste vide, après, tu peux faire des appends, par exemple. Donc, ici, on a le cours en tant que classe indépendante et on a le init. Jusqu'ici, on ne sait pas c'est quoi les étudiants. Ça peut être juste des numéros, par exemple. Mais nous, on va faire les choses convenablement. On va aller initialiser, donc créer, initialiser, instancier des étudiants avec notre classe étudiant, un étudiant 1, étudiant 2. On va aller instancier un cours, par exemple ITI 1520,
Et on va commencer à faire nos appends. Donc, où est-ce qu'on fait les appends? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de points ici, mais il suffit juste d'isoler les choses. Donc, ici, on a un cours. OK? On a un cours qu'on vient de créer. C'est un objet. Cet objet-là, cours, il a un attribut étudiant. Donc, je peux, moi, appeler étudiant comme si c'était une variable int, par exemple, comme ceci. Maintenant, je sais que ça, c'est une liste. Et que pour mettre des choses dedans, on le fait avec append. Donc, je dis append. Et qu'est-ce que je mets dedans? E1, par exemple, ou étudiant. Celui que j'ai créé ici, je le mets ici. Donc, j'aurai le schéma suivant. J'aurai un cours, okay, avec ses attributs. L'un de ces attributs, c'est une liste. Okay? Ici, par exemple, j'ai 2 étudiants. Et chaque élément de la liste, c'est lui-même un objet qu'on a créé avec la classe étudiant, comme ceci. Okay? Donc, notre programme peut commencer à faire des choses intéressantes. On a une classe qui nous a permis de créer un cours. Une fois qu'on a créé ce cours-là, on peut mettre des étudiants dedans parce qu'on a une classe d'étudiants. Et cette classe-là d'étudiants, je vais les mettre, donc je vais les instancier avec cette classe-là et je vais les mettre avec append dans la liste des étudiants. Donc, au fait, c'est ce qu'on avait fait jusqu'ici aussi, quand on avait créé juste des listes normales, parce qu'on a vu que si je mets, par exemple, une liste comme ceci, okay, et que je mets, par exemple, suppose une liste 1 égale à 5, 6, 7, comme ceci, et que je dis L.append, par exemple, L1, on a vu qu'on peut avoir des listes de n'importe quoi. J'avais fait la même chose parce que liste aussi, c'est de type de L1. Okay. Aussi, c'est une classe de liste. Et quand j'avais une liste de listes, ou une matrice, par exemple, j'avais aussi des objets dans un objet. Ici, c'est la même chose, sauf que les objets sont de types différents. Le grand, c'est le cours, et le petit, c'est les étudiants. C'est la même chose ici. OK, la variable de classe. Donc, vous avez demandé au début du cours, c'est quoi la variable de classe? La variable, donc, ce qu'on a vu jusqu'ici, les attributs qu'on a vu jusqu'ici, on peut les appeler variables d'instance. Pourquoi variable d'instance? Parce que tous ces attributs-là, on les initialise lorsque on instancie un nouvel objet, comme ceci. OK? Donc, ces attributs-là, ils sont spécifiés pour chaque étudiant qu'on crée. Donc, chaque étudiant va avoir son numéro. Chaque étudiant va avoir ses propres notes d'examen partiel, des notes de devoir, etc. Ce cours, est-ce qu'il est créditable pour lui ou pas, etc., selon son cas. Tous ces attributs-là, c'est pour chaque étudiant, pour chaque objet qu'on crée de cette classe-là. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des variables qui appartiennent à cette classe-là, mais qui sont communs à tous les étudiants? Ça veut dire qu'on ne veut pas les créer pour chaque étudiant dans le unit. On veut qu'ils soient créés une fois pour toutes, pour tous les étudiants de cette classe-là. Un exemple, par exemple, est-ce que je vais avoir pour chaque étudiant la date des tests? Est-ce que je vais avoir pour chaque étudiant une date de remise de devoir? Non, toutes ces choses-là, par exemple, qui sont dans le syllabus, ce sont des choses qui sont communes à tous les étudiants, n'est-ce pas? Si, par exemple, j'ai les poids ici, pour les devoirs, pour le partiel, pour le final, ce sont des choses qui sont communes à tous les étudiants. Donc, si je m'amuse à venir ici dans le init, dire, OK, je vais créer num étudiant, puis je vais créer le poids, les devoirs est égal à, etc. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Si je fais les choses de cette manière-là, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les 2 problèmes qui vont se passer? Comme ça. Pour chaque étudiant, je vais faire ça. Toi, en tant que programmeur, qu'est-ce que tu vas me dire? Les valeurs vont être changées. OK, déjà, ils peuvent changer.
C'est redondant. C'est redondant. Bon, ok. Donc, les deux sont des problèmes. Donc, ça peut changer, même si c'est juste par erreur. Suppose que nous, on fait ceci. Je ne sais pas, moi, je l'ai mis ici par erreur en tant que paramètre. Poids, devoir, ça y est. Celui qui veut rentrer ici 100, parce qu'il veut juste faire le devoir, il va rentrer 100. Celui qui veut rentrer, je sais pas, 200, ce qui ne va pas faire 200, ça va me fausser mes résultats. Donc, ça va causer un problème. Et comme tu as dit aussi, c'est redondant. Ça veut dire Et que… aussi, Oui. on peut aussi dire que, comment dire, ça veut dire que pour chaque objet concret, il aura ces attributs-là. Ça peut aussi prendre de la place en mémoire. Si on a beaucoup d'étudiants, Oui. ça peut… Oui, Ça ce fait de sont des choses, oui, ce sont des choses que je vais stocker pour chaque étudiant. Donc, si je fais ça pour tous les cours, je ne sais pas, s'il y a un millier de cours à l'université et que j'ai juste 3 variables de plus pour chaque étudiant, ça va faire un stockage énorme pour rien. On n'en bénéficie même pas. Si, par exemple, on regarde au niveau de l'université, donc, si, par exemple, pour chaque étudiant qu'on crée, je vais créer son numéro, nom, etc., ses notes, et je vais créer nom de l'université égale chaîne de caractères Université d'Ottawa. J'aurai 10 000 étudiants à l'université, j'aurai 10 000 fois Université d'Ottawa juste comme ça pour rien. Okay? Et puis, j'aurai peut-être aussi le numéro de téléphone de l'université créé pour tous les étudiants juste au cas où ils veulent l'appeler, ils l'ont dans leur record. Maintenant, si je veux changer le numéro de téléphone de l'université, au lieu de juste l'afficher sur le site web, on doit le changer dans chaque record de chaque étudiant à l'université. Donc, toutes ces choses-là, il faut faire attention dans notre conception. Et donc, on ne les met pas individuellement pour chaque étudiant. On les met une seule fois et c'est pour ça qu'on les appelle variables de classe. C'est commun à tous les objets de cette classe-là. On les met ici en haut, juste après la déclaration de la classe. Et comme vous avez vu, on va les initialiser pour qu'ils aient une valeur au début. Après, on peut changer la valeur, mais en général, on va les initialiser pour qu'ils aient une valeur dès qu'on les appelle la première fois dans n'importe laquelle des méthodes. Okay. Donc, la variable de classe, la force qu'elle a, c'est que ça permet d'avoir une variable qui est accessible par tous les objets de cette classe et on va l'appeler avec le nom de la classe lui-même. Donc, si je viens ici, par exemple, et que je dis dans affiche, ou alors je crée une autre, par exemple, méthode, et je l'appelle affiche variable de la classe, je peux dire, ok, je vais mettre ici affiche. Étudiant, point, donc c'était quoi déjà? Point devoir, ou point de devoir, et donc, peu importe quel est l'étudiant qui appelle ceci, il va y avoir le même poids de devoir qui va s'afficher. Je peux aussi l'afficher avec étudiant 1. Et si j'avais étudiant 2, même chose, étudiant 1. Okay. Il va m'afficher la même chose. Et je peux aller après, par exemple, le modifier comme étant, par exemple, calcul moyen, calcul 7. Je fais par exemple un def, update par exemple, poids, si c'est nécessaire. Et dire ici, donc, poids devoir égale à 0.30. Donc, appeler ici point et ensuite appeler, donc refaire par exemple l'affichage.
Madame, j'ai une question. Oui, vas-y. Pour self-devoir, self.devoir, si au lieu, genre, on la modifie dans les autres devs, est-ce que ça va marcher? Laquelle? Self.devoir, la liste, Self.devoir? ouais, au début dans init. Ici? Oui, genre vous l'avez initialisée et on ne peut pas la changer. Mais si dans les autres fonctions, on la modifie, est-ce que Oui. ça va marcher? On peut juste pas l'initialiser avec une autre, on peut pas l'initialiser avec une autre valeur que la valeur qui est vide. Mais après, on peut bien sûr la changer. Donc, on a justement, je pense que c'est ici. Ici. Donc, cette note devoir. Donc, à chaque fois que tu as une note d'un devoir d'un des étudiants, tu vas appeler cette méthode-là. Et puis, tu vas dire, par exemple, quand tu vas faire tes vérifications, et si c'est bon, tu vas dire self.devoir d'un certain des devoirs des étudiants, il va recevoir cette note. OK? Et il va te mettre la nouvelle note dans ce devoir-là. On a par exemple ici rien qui fait des appends, donc on suppose que ça y est, on a nos 5 devoirs initialisés ici dans la liste. On va avoir 5 seulement à la fin, et puis on va aller les mettre à jour directement sans le append, donc juste avec le 7 ici, avec cette note devoir. Mais madame, OK, oui. À aucun moment on peut savoir c'est le point de qui avec la liste. Est-ce que tu peux répéter? Je dis qu'à aucun moment on peut savoir c'est le point de qui dans la liste. C'est juste que ça met juste les notes comme ça, mais on ne sait pas à qui ça appartient. Oui, regarde, ici dans la classe elle-même, tu ne sais pas. On a juste le self qui réfère à n'importe quel objet. C'est quand tu crées un objet ici avec le constructeur et que tu dis étudiant 1 point devoir ou get, il vaut mieux que ça soit get, étudiant 1 point devoir. C'est là que tu vas avoir la liste des devoirs de cet étudiant 1. Si tu as étudiant 2, oui, tu vas avoir celui de étudiant 2. Donc, ok, merci. Donc, on avait dit update poids de... Madame? Oui, Madame? Oui, vas-y. Excusez-moi de revenir là-dessus. C'est en fait, je comprends pourquoi on initialise les valeurs avant la méthode init. Parce que init, c'est le constructeur où on met les attributs de la classe et le self permet justement à chaque objet d'utiliser les attributs là. Donc, pourquoi initialiser les valeurs avant le init? Pourquoi initialiser les valeurs avant le init? Ici, tu veux dire? Oui. Oui, parce que une fois que tu as le init, une fois que tu l'appelles, tu vas commencer à donner des valeurs pour les attributs de chaque étudiant. Donc, par exemple, si toi, tu voulais avoir un numéro d'enregistrement dans le cours que tu voulais mettre ici, par exemple, self.num enregistrement de cet étudiant-là. Okay? Et tu veux commencer à 0, 1, 2, 3, 4, incrémentalement. Tant que les étudiants s'enregistrent, tu veux savoir quel est le premier, deuxième, troisième qui sont enregistrés, tu vas les mettre là. Et qu'est-ce que tu vas faire? Okay? Donc, tu peux, par exemple, ici, donner un numéro d'enregistrement en tant que variable classe. Comme ceci, tu commences à 0, par exemple. Okay? Et tu vas venir ici, tu vas dire, c'est le numéro d'enregistrement. OK? D'accord? Ensuite, tu dis numéro d'enregistrement, tu peux l'incrémenter. À chaque fois, tu vas l'incrémenter par 1. Et à chaque fois que tu l'incrémentes, le numéro d'étudiant suivant, il va être, donc il ne va pas être initialisé, on ne va pas l'initialiser ici, il va être initialisé une fois pour toutes au tout début. Et après, chaque étudiant qui s'enregistre, tu peux lui donner le numéro d'enregistrement et incrémenter celui-là plus 1. Et continuer, tu auras tous tes étudiants avec un numéro de plus. Donc, ça va être incrémental. Par contre, si tu n'avais pas la possibilité de les initialiser ici, tu ne peux pas faire ce genre de choses, par exemple. Tu veux aussi que tous les étudiants qui s'enregistrent, ils aient un poids des devoirs partiels, finales, etc., qui sont définis.
Okay? Tu veux que tes choses soient définies avant de commencer à créer des étudiants. Donc, c'est pour ça que tu le fais au tout début. Donc, en gros, si je comprends bien, on met les valeurs, on initialise les valeurs avant init pour faire l'incrémentation après. Oui, exactement. Ok, Exactement. merci. Et madame, est-ce que l'ordre dans lequel on met les fonctions, est-ce que ça impacte le résultat final? Est-ce que l'ordre dans le Oui, init, genre si on mettait genre nos fonctions ensuite, genre init, ensuite def represent, and then, et puis on fait les autres, est-ce que ça change quelque chose? Ça change le résultat final? non, non, normalement, non. Le init, on le met en général au tout début. Les autres, ils vont être appelés au besoin, comme repre, etc. Ils vont être appelés au besoin. Donc, même si le def affiche était avant une fonction où on modifie un self, genre le self exam partiel, si le def affiche était positionné avant genre une des fonctions qui modifie self exam partiel, ça va quand même montrer la dernière modification de self exam partiel. Pour le même étudiant? Oui. Si c'est pour le même étudiant, une fois que tu exécutes le init, donc ils vont être initialisés, le init il est exécuté une seule fois pour chaque objet. Donc, ça va être pareil. Donc, les autres, parce que c'est le constructeur qui va être appelé le premier, donc c'est le init. Ensuite, quand tu appelles n'importe quelle méthode, ils vont avoir ces valeurs-là et ils vont les utiliser. OK? Donc, ici, ce que je voulais vous montrer, je passe à l'héritage, une seconde, parce qu'il faut qu'on finisse. OK. Donc, si je prends ici, par exemple, étudiant 1, étudiant 2, et que donc j'affiche ici le poids des devoirs, OK, je peux mettre ici, par exemple, étudiant 2, si je veux, pour afficher. Donc, ça va être le même pour les deux. Donc, ici, j'ai le 0,25 au début. Quand je l'update avec étudiant, je vais avoir le update pour tous les objets de cette classe-là. Okay, parce que c'est une variable de classe qui va avoir la même valeur dès que j'appelle. Je ne l'appelle pas avec étudiant 1, étudiant 2 pour updater sa valeur. Je l'appelle avec le nom de la classe complètement. Donc, normalement, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Okay, et ensuite, on passe à l'héritage parce que vous en avez besoin pour le devoir. Très bien. Donc, l'héritage, OK. Donc, toutes les méthodes et les attributs de chaque classe, ils vont être accessibles à toutes les classes qui héritent de cette classe-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est une notion qui existe dans tous les langages orientés objets. On a ici, par exemple, une classe, oiseau, qui a deux méthodes, intro et volet. On hérite de cette classe-là de cette manière. Donc, on va mentionner le nom de cette classe dans les classes qui héritent de cette classe-là. Ça veut dire quoi? Il hérite, ça veut dire que toutes les méthodes qui sont ici, et on va voir aussi tous les attributs, ils sont accessibles à Moineau. Donc, par exemple, ici, dans le Moineau, donc Moineau, c'est un oiseau lui aussi. Il a intro et il a volé. Il n'a pas redéfini intro, mais il a accès à ça quand même, et il a redéfini voler. Donc, c'est la méthode la plus récente qui a été redéfinie, qui va s'exécuter pour cette classe-là. Même chose pour autruche. Il a redéfini voler. Donc, c'est cette méthode-là qui va être exécutée pour lui. Alors que la méthode intro, ils vont avoir accès à ça parce qu'ils héritent de la classe oiseau. On va voir un exemple de cette exécution-là. Donc, on a ici un objet oiseau, un objet moineau et un objet autruche. OK? Donc, je vais l'ouvrir ici pour voir l'exemple d'exécution. Madame, c'est-à-dire que même si on ne redéfinit pas, c'est-à-dire plutôt si on ne met pas dans le moineau def intro, il va quand même l'apprendre de oiseau. Il va print. Voilà, c'est ça ce que je veux vous montrer. C'est que si, donc, normalement, si on a appelé le moineau, OK, avec voler, comme ceci, donc, suppose qu'on n'avait pas la classe oiseau. Une minute, je vais l'enlever. Suppose qu'on ne l'avait pas. OK.
Très bien, pas de problème. Je peux quand même instancier mes objets moineaux parce que je l'ai et que j'exécute. OK. Donc, il me dit, il est en train de dire point volé, mais il n'a pas d'attribut ou de méthode qui s'appelle voler. OK. Par contre, effectivement, je ne l'ai pas. Par contre, parce que j'ai donc oiseau, comme ceci, et j'ai hérité, donc j'ai spécifié oiseau ici entre parenthèses. Donc, j'ai hérité de oiseau. J'ai dit que le moineau, au fait, c'est un oiseau, c'est un type d'oiseau. Et j'ai défini ici dans oiseau voler. Alors, moineau aussi va avoir accès à ça. Okay. Autre méthode. OK, ça c'est... Donc, je vais enlever ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va s'exécuter? OK. Donc, l'interpréteur va venir ici. Il va instancier le moineau. Okay, et il va venir exécuter ce qu'on lui a dit d'exécuter. Moineau 1 point volé, OK, n'existe pas. Il ne va pas me sortir encore d'erreur comme ici. Il va d'abord aller chercher dans la hiérarchie, donc ce qu'on appelle la classe parent. Il va aller ici et chercher. OK, il l'a trouvé, il va l'exécuter. Maintenant, dans l'exemple de autruche, si j'ai redéfini voler, OK, donc autruche, je vais instancier autruche aussi, est égal à autruche. Donc, on a autruche 1 point volé. Donc, qu'est-ce qu'il va exécuter? Regardez, il y a volé ici, qui est langue, la plupart des oiseaux ne volent pas, etc. Et il y a autruche ne vole pas. Eh bien, il va exécuter celle qui est d'abord dans la classe enfant, dans la classe qui hérite. Dans moineau, on n'a pas volé. Donc, qu'est-ce qu'il va aller exécuter? Il va exécuter celle-ci. Regardez, moineau, est-ce qu'elle est? Moineau point volé, ici. Je peux mettre un print pour voir. Moineau point volé. Comme ça. Moineau point volé. Donc, il exécute celle-ci, qui provient de la classe parent. OK? Maintenant, on n'a pas l'inverse. Donc, l'inverse n'est pas vrai. Donc, si je viens ici, que je dis, donc j'ai un oiseau qui est instancié, OK. Et dans oiseau, j'ai deux méthodes, intro et j'ai volé. Je n'ai pas autre méthode. Est-ce que je peux emprunter dans la classe parent autre méthode? Non, je ne peux pas. Donc, autre méthode, comme ceci. Il me dit que je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible parce que la hiérarchie, donc l'héritage, il a un seul sens qui est comme ceci. Donc, tous les attributs de la classe parent, ils sont accessibles, donc la classe parent, ils sont accessibles à la classe qui hérite. Même chose ici, j'hérite de ça. Donc, je peux avoir autruche.intro, on peut l'appeler. Autruche.intro, si vous voyez ici, on l'appelle, et puis il va nous afficher l'intro que j'ai ici dans oiseau. Il y a plusieurs types d'oiseaux. Il va tout simplement l'afficher ici aussi. Il y a plusieurs types d'oiseaux dans le cas d'autruche et dans le cas de moineau. Ici, oui. Est-ce que une classe peut hériter de plusieurs classes? C'est-à-dire, par exemple, si on avait défini, par exemple, je sais pas, deux classes, on va dire classe oiseau et une autre classe, et on définit une autre classe qui hérite des deux classes, c'est-à-dire on passe en paramètre à la classe des deux. Est-ce que c'est possible? Non, tu ne peux pas. Bonne question. Donc, tu ne peux pas faire ça parce que tu dis que par exemple, le moineau, c'est un oiseau. OK, d'accord, très bien, c'est un oiseau. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux hériter, donc comme ceci. Tu peux avoir une classe. OK. Elle n'hérite de rien, en fait. Et on a ici objet. Donc, object, c'est une classe qui est par défaut dans Python, de laquelle toutes les classes héritent par défaut. Okay? C'est pour ça que si on met un constructeur sans définir init, il ne sort pas d'erreur, mais il ne fait pas grand-chose. Il va juste aller exécuter le constructeur de object par défaut, qui ne fait pas grand-chose. D'accord, maintenant, je peux la mettre ou juste ne pas la mettre. Ça ne change rien. Maintenant, je peux hériter de mammifère, comme ça. Et maintenant, je peux définir chien qui hérite de carnivore, qui, lui, hérite de mammifère. Et donc, par transition, chien, il hérite des deux.
Donc, ça, je peux faire. Donc, il hérite d'ici. OK? Lui, il hérite d'ici. Donc, le chien aussi, il hérite de celle-ci. Par la transition. Je peux avoir une hiérarchie de plusieurs. Et en général, c'est le cas dans les grands programmes. C'est le cas. Tu peux avoir plusieurs étages d'hiérarchie. Donc, ici, on a les attributs. Donc, ici, on a vu les méthodes. Ici, on peut voir les attributs ou les variables de classe. Donc, j'ai ici caractère 1 pour mammifère, j'ai caractère 2 pour carnivore et j'ai caractère 3 pour chien. Maintenant, chien, j'ai initialisé un chien et il va afficher tous les trois sans avoir redéfini le 1 et le 2. Donc, il va dire caractère 1, 2 et 3. Et on va afficher ceci, on va avoir les valeurs qui ont été définies dans les classes parents auxquelles, lui, il a accès. OK? Très bien. Donc, ici, donc ça, c'est un autre exemple pour l'héritage. Donc, déjà, on a ici. Rectangle, carré, exemple. Donc, ici, on a par exemple la classe point qu'on a vue la dernière fois et on a la classe rectangle. La classe rectangle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle initialise tout simplement l'angle. Donc, pour définir, par exemple, un rectangle, on peut avoir un certain coin. Okay? Et puis, si on a la largeur et on a la hauteur, la largeur et on a la hauteur, on peut dessiner le rectangle d'une façon unique. Donc, on a pris ces trois attributs, plutôt ces trois paramètres, et on les affecte à ces trois attributs. D'accord, notre rectangle est défini. Maintenant, trouve centre. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va initialiser deux variables, x et y, okay, avec la largeur et la hauteur du rectangle. Et avec ces deux-là, il va instancier un nouveau point avec x et y. Okay. Donc, ça va nous retourner un point qui, lui, c'est le centre de ce rectangle-là. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a défini avec son x et son y. Donc, ça, c'est juste une petite formule pour le trouver. Et il a utilisé le constructeur de cette classe-là. Point x, y. Donc, le x du centre va aller dans self.x et le y du centre va aller dans self.y. OK? Maintenant, on peut hériter de cette classe-là avec une certaine classe, par exemple, d'un cas particulier de rectangle qui est le carré. Okay. Et on voudrait donc, pour hériter, on a dit qu'on va donner ceci en paramètre à toute la classe. OK. Madame, oui, vas-y. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réexpliquer la première classe, point et rectangle, s'il vous plaît? Point rectangle, oui. Le point, c'est tout simplement un certain point auquel on a donné, donc on a ici, par exemple, dans x et y, on a un certain point qui a x et y, c'est tout. Donc, ce point-là, on a créé une petite classe simple dans laquelle tous les objets points dans l'espace ici ou ici, etc., ils ont un x et un y. Donc, il a deux attributs. Donc, si tu crées un point, P1 est égal à point xy, le P1.x, c'est son x dans l'espace, et le P1.y, c'est le y dans l'espace. Je pense qu'on l'a fait. Oui, comme ici. Donc, P1 est égal à point 20, 30. Ça veut dire que P1.x, c'est 20, P1.y, c'est 30. Maintenant, on a pris ce point-là et on s'est donc ça existe, ok, très bien, on l'a laissé et on a créé un rectangle. Alors, rectangle, il se réfère à un point, c'est ça l'angle de ce rectangle-là. Et en plus, bien sûr, il a deux dimensions, la largeur et la hauteur. Donc, lorsque tu crées un rectangle, tu auras le point, qui est le coin de ce rectangle-là avec son x et y. Donc, tu sais où il se trouve sur le plan et tu as sa largeur et tu as sa hauteur. OK? Très bien. Maintenant, trouve centre. Il va tout simplement te retourner le centre. Donc, il va calculer le centre de ce rectangle-là avec une petite formule.
Donc, il aura le X et le Y de ce rectangle. OK? Une fois qu'il a le X et le Y de ce centre-là, il va juste créer, donc on a déjà le coin, on va avoir le centre qu'il va créer avec, comme ceci, avec centre égale à point de X, Y, qui sont ce X-là et ce Y-là. OK? Ok, d'accord, merci, madame. Donc, je t'en prie. Donc, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer tout simplement un carré qui hérite de rectangle, mais on veut réutiliser la méthode init de rectangle. Donc, on sait qu'un carré, c'est un rectangle. C'est juste un cas particulier. On ne va pas recréer toute la fonction init. On veut réutiliser le init de rectangle. Comment on fait? J'ai le self comme toujours. Donc, comment est-ce que je fais? Je veux appeler ici. Donc, on peut appeler le init avec le self.init de rectangle. Pardon, avec rectangle.init. Rectangle. Point. Underscore, underscore, init, underscore, underscore. OK. Et quel paramètre est-ce que je lui passe ici pour réutiliser le init de rectangle? Donc, ça, c'est une classe. Et ça, c'est une classe qui va hériter de rectangle. Et je veux créer cette classe-là, mais je ne veux pas redéfinir le init complètement parce qu'elle hérite. Donc, elle a accès au init de rectangle. Je veux le faire en appelant le init de rectangle. À votre avis, qu'est-ce que je donne en tant que parent? Bon, bien sûr, c'est le self toujours au début. N'oubliez pas le self. Qu'est-ce que je lui donne? À votre avis? On va mettre genre largeur, largeur 2 fois, comme c'est un carré, ou hauteur, hauteur. OK. Largeur égale. Oui, exactement. Donc, je vais lui donner la même variable 2 fois parce que le rectangle, le carré, c'est un cas particulier de rectangle pour lequel la largeur et la hauteur sont égaux. OK? Donc, pourquoi est-ce que je lui donne 2 fois? Donc, normalement, le carré, lorsque tu vas le créer, tu vas l'instancier, donc C1 par exemple, ou carré 1, égale à, OK? Carré. Donc, l'utilisateur va créer un carré. Comment est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va te donner la largeur et la hauteur? Non, n'est-ce pas? Donc, on a un angle. Oui. Vas-y. J'ai dit, on prend juste le côté. Parce que voilà, il va donner exactement. Il va donner juste un seul côté. Donc, lui, il va donner le côté. Bon, on peut dire qu'il va donner un point pour l'angle. Et moi, j'aurais préféré ne pas le faire pour simplifier, mais bon, on va l'oublier ça. Donc, ça, c'est juste le coin, là où il existe dans l'espace. Très bien. Mais on va se concentrer sur ce paramètre-là, le côté. Il va nous donner un seul côté. Donc, nous, ici, forcément, dans le init, on a juste un côté. Bon, on a dit on a l'angle, on a un côté. On veut créer rectangle avec son init, et lui, il s'attend à largeur et hauteur. Moi, je n'ai pas de paramètres. Donc, comme notre ami, il a dit, je vais juste lui donner côté 2 fois. Côté, côté. OK? Et maintenant, ça va fonctionner pour moi. Maintenant, j'ai aussi besoin d'un attribut parce que je ne veux pas manipuler dans le carré largeur, hauteur partout. J'ai accès à ça parce qu'il hérite. Donc, si je dis c'est un point largeur, c'est un point hauteur, ils vont être, j'aurai pas d'erreur, ils vont être reconnus parce que carré, il hérite de rectangle. Rectangle, il a défini largeur et hauteur. Ils sont définis pour toutes les classes qui héritent de rectangle. OK? Donc, carré, forcément, il a la largeur et la hauteur. Alors, si moi, je ne veux pas les manipuler pour faciliter la tâche, je peux venir ici et dire self.côté. Je vais définir un nouvel attribut. OK? Et puis, je vais juste lui affecter la même chose que j'ai passé à rectangle pour largeur et hauteur. Et je vais avoir ici côté. Si je choisis de manipuler largeur et hauteur, ce ne sera pas faux. Ils auront déjà côté. Donc, c'est correct de le faire parce que self.largeur et self.hauteur, ils auront côté. Pas de problème. Si moi, je préfère manipuler cette variable-là parce que ça fait plus de sens de travailler dans le carré partout dans la classe avec côté, je peux le faire aussi. Donc, j'aurai la largeur qui est égale à côté, la hauteur qui est égale à côté, et j'aurai aussi côté qui est égal à côté. Donc, j'aurai 3 attributs au lieu de juste 1 parce qu'elle hérite de la classe rectangle. Madame? Oui? Et pour l'angle, ça se passe comment? Pour l'angle.
L'angle. Au fait, l'angle, c'est juste le point. Donc, regarde, pour l'angle, ça se passe comme ceci. Donc, l'angle, j'ai créé un point là où je veux que le rectangle soit ou là où je veux que le carré soit. Et je le crée donc avec le X et le Y et je le passe pareil ici, P1. Donc, si je veux créer un carré aussi, est-ce que je l'ai ici, carré, carré? Oui, si je veux créer carré aussi, je vais lui passer point. Et c'est ce même point que je veux créer, que j'ai instancié, que je vais passer au init, regarde, au init de rectangle, qui va lui s'occuper de prendre l'angle et de le mettre dans self.angle. Et donc, moi, je n'ai pas besoin de le mettre ici. Si je le mets, ça va juste être redondant. Donc, ce init, ici, ce qu'il remplace, c'est tout ce code-là. Donc, c'est comme si j'avais ceci, sauf que je ne veux pas le réécrire parce que je l'ai. Je veux l'utiliser. C'est comme si j'avais tout ça. Self.angle est égal à angle. Self.largeur à côté. Self.hauteur est égal à côté. Donc, je l'ai remplacé par ceci. Madame, il manquerait pas l'angle juste avant les deux côtés? Comme quand on écrit rectangle, point, init, self, il ne devrait pas avoir l'angle et ensuite côté, côté? OK. Donc, lui, il devrait. Parce que lui, il s'attend à... oh, OK. Est-ce que j'ai pas mis... Oui, merci. Oui, oui. OK, je croyais que... OK. Oui. Donc, lui, bien sûr, lui, il devrait. Angle, côté, côté. Puis, lui, le init de carré, il a juste angle, côté. Oui, exactement. OK, parfait. Merci. Juste en prie. Merci à toi. Madame, oui. Pourquoi on ajoute encore self.côté si déjà dans init de carré, si déjà on appelle, si déjà on appelle le constructeur du rectangle, oui. Lui, il va déjà le faire, donc pourquoi on le fait encore? OK, bonne question. Regarde, si j'avais ici, dans un autre type de classe, normalement, on n'aurait pas ce problème. Si j'avais ici appelé, au lieu de largeur, appelé ça côté, donc ici, côté et ici, côté, je n'aurais pas besoin de le faire. Ça y est, parce que j'ai déjà côté. Ça serait mieux. Mais si dans les rectangles, j'insiste, et que je veux que ça soit appelé largeur, j'ai le choix entre deux choses. Soit je ne mets pas ça, et dans la classe, je manipule carré. Partout dans la classe, j'aurai par exemple le self.largeur. Pour, par exemple, ici, quand je veux calculer la surface, je vais aller... Est-ce que c'est la surface? Si par exemple, je veux calculer la surface, je vais aller dire surface, comme ça, donc on peut le faire rapidement. Def, surface. OK, self. Et puis, je lui dis ici return, la surface du carré. Donc, si je n'ai pas mis le côté, j'aurai self point, justement, largeur, fois self point là, au carré. Au carré, comme ceci. N'est-ce pas? Donc, je vais travailler partout avec la largeur. Donc, quelqu'un pourrait te dire, c'est une classe de carré, pourquoi tu as largeur et hauteur? Je ne comprends pas. Ou alors, au lieu de ça, tu peux tout simplement venir ici et dire, je vais définir un nouvel attribut, self.côté égale à côté. Et maintenant, dans toute ta classe, tu es libre de travailler avec côté et personne ne te pose la question pourquoi largeur et hauteur. D'accord? Dans si on n'avait pas fait ça, ça allait rester largeur et hauteur. Il n'y a aucune différence. Tu auras pour le carré, côté, largeur, hauteur qui sont égales à exactement la même chose, qui veulent dire exactement la même chose, sauf qu'on a créé un attribut de plus pour ne pas manipuler largeur et hauteur. Okay? Mais si ici je mets, même si j'ai défini ça, si je mets ici largeur, c'est correct aussi. Ça va marcher. Comme on l'avait fait plus haut, plus tôt dans le cours, est-ce qu'on pourrait, par exemple, juste mettre, initialiser une variable, comment dire, l'un des attributs de carré à, par exemple, comme on a côté, et carré hérite de rectangle. Donc, on peut juste dire def init self angle côté et l'autre, on met, par exemple, largeur, hauteur égale côté. Dans le rectangle ou dans le carré? Dans le carré. OK, donc tu vas mettre, répète, donc self point, dans le init, self point. Self point, non, plutôt en haut, init, oui, rectangle point init. OK.
Ici. Oui, self, angle, côté. Et on peut mettre, par exemple, hauteur égale côté ou largeur ok. égale. Oui, Oui. oui. Pour que quand on construit, on n'a juste pas besoin de mettre la dernière case. Comme on a un seul côté, pour éviter de le répéter 2 fois. Comme il est déjà initialisé. Oui, mais il faudrait le faire ici par contre, parce que c'est dans la définition, dans le def qu'il faut le faire. Comme ça, après, oui. Donc, si je mets ici hauteur égale, mais qu'est-ce que je vais mettre? Égale largeur, je ne sais pas, est-ce qu'il va accepter? Attends une Oui, seconde. là, ça ne va pas le faire parce qu'on on a un rectangle, donc ce n'est pas le même cas, je crois. Oui. Carré, attends. Oui, justement, si je le fais ici, ça peut causer un problème parce qu'on ne veut pas que ce soit le cas pour le rectangle. Mais ici, je peux pas le mettre dans l'appel, par exemple, parce que ça, c'est l'appel. Le égal, c'est uniquement dans le def lui-même. 25. Mais quand on écrit rectangle.init, de toute manière, on est obligé de mettre le même nombre d'arguments qu'on a définis en haut. Sinon, ça ne marcherait pas. Oui, parce qu'on l'a défini de cette manière-là, exactement. Donc, côté, par exemple, 20. J'avais vu tout à l'heure que si on initialise directement un argument, il est déjà là, donc on peut, par exemple, juste donner des valeurs aux arguments qui n'ont pas été déjà initialisés, comme on avait vu. On peut le faire, oui, on peut le faire, par exemple, ici, je peux dire égal à quelque chose. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, tu peux le faire. Mais par contre, ce que ça va faire, c'est que si je l'appelle ici, moi, je vais lui donner côté, côté. Attends, est-ce qu'on peut, par exemple, faire... Je peux tester ça. Est-ce qu'on peut faire... Non, on ne peut pas parce qu'il n'est pas encore défini. Donc, le seul moyen, ça serait qu'on dise hauteur égale à cette largeur-là. Mais on ne peut pas parce qu'on n'est pas encore rentré dans la méthode pour pouvoir le faire. Donc, dans ce cas-là, on n'aura pas vraiment côté égal. On n'aura pas vraiment le côté 2 fois si on le fait de cette manière. La seule façon, dans ce cas-là, ça serait de donner côté 2 fois pour que ça soit égal pour les deux. Puis ça ne dérange pas, c'est juste un appel interne dans la classe, la classe elle-même. Madame, le objet d'un point, ça sert à quoi? Objet d'un point. OK, objet, ici, donc, quand on dit object, c'est une classe qui existe en Python de laquelle toutes les classes, par défaut, elles héritent. Donc, lorsque toi, par exemple, tu as le point, tu n'as pas, par exemple, défini la méthode représente, celle-ci. OK, tu ne l'as pas définie. Mais tu peux dire print point. Il va te sortir des choses comme, par exemple, print point. Donc, on a dit qu'on peut faire le print. Il ne va pas me sortir une erreur. OK. P1 est égal à print, oui, P1. OK. Donc, il me sort point, objet, etc., etc. Même si je n'ai pas défini représente. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à object et il a trouvé la classe par défaut de représentation de toutes les classes et il l'a pris pour me sortir des choses comme ça. Au lieu de me donner une erreur, je ne peux pas imprimer print P1 parce que tu n'as pas défini représente de P1. Donc, cette classe par défaut, elle a beaucoup de choses par défaut qu'elle utilise dès que toi, tu n'as pas défini tes propres choses dans ta classe à toi. Elle va le prendre dans cette classe objet et même si je ne la mets pas, toutes les classes vont hériter de ça par défaut que je le spécifie ou pas. Donc, je vais arrêter le recording ici. Je vais rester pour les questions, puis il faut que ce ne soit pas trop long.